Et si notre obsession de l'optimisation était en train de nous tuer à petit feu? Performance dévoyée, agenda surchargé, notifications incessantes. Êtes-vous aussi prisonnier que moi de cette course folle vers nulle part? J'ai une concession à vous faire. Confession. Je connais parfaitement la voie de la sagesse. J'en ai même fait un TEDx. Et pourtant, chaque jour, je continue de courir comme un hamster dans sa roue. Pendant longtemps, j'ai ressenti une culpabilité profonde en pensant que je gaspillais ma jeunesse dans des activités plutôt futiles. La société, elle nous murmure tellement sans cesse que chaque instant doit prouver sa valeur. Et puis, j'ai réalisé l'ironie. Plus je pensais au temps perdu, plus je vivais dans le passé. Mais à l'inverse, plus je m'inquiétais de ne pas perdre de temps, plus je vivais dans le futur. Et ironiquement, tenter de ne pas perdre de temps peut devenir l'une des pertes de temps les plus profondes. Et donc cet épisode, cette newsletter, c'est un peu mon cri à l'alarme. Ou peut-être ma bouteille à la mer pour moi-même. Je vous prends un témoin. Aujourd'hui, je me suis levé avec plein de bonnes résolutions, avec une to-do list longue comme le bras, comme le veut l'expression, et puis le temps a filé, les réseaux sociaux, les amis, le sport, la famille, la cuisine. J'ai fait évidemment 2-3 tâches et encore de manière incomplète, et puis la journée était déjà terminée. C'est passé comme ça. Et sincèrement, je n'ai plus l'énergie de travailler le soir. Alors je vais plutôt voir des amis, mais en fait, en vérité, le plus souvent, je m'affale devant un film, une série. C'est un vrai gros plaisir coupable, même si j'adorerais vous dire que oui, je lis un essai sur la géopolitique au Népal. Non, la vérité, c'est que je mate des séries moi aussi. Et combien de fois ai-je oublié de me demander si cette agitation perpétuelle me plaisait vraiment parce que j'étais trop occupé à essayer de plaire au monde. Combien de fois ai-je occulté la profondeur que pourrait avoir ma vie en me laissant amadouer par le feu que les notifications allument dans mon corps. En tant qu'indépendant, on est constamment challengé à être optimisé, mais cela dit, j'ai la sensation qu'être salarié ne protège pas vraiment de cette quête infinie de l'optimisation. D'une certaine manière, indépendant ou salarié, on est souvent quand même notre pire patron. En tout cas, moi, je suis clairement mon pire patron. Et pourtant, je crois profondément que le temps qu'on prend plaisir à perdre n'est pas du temps perdu. Faire la sieste, faire du sport, écouter un podcast, en ce qui me concerne, discuter avec ma mère, mes amis, regarder un film, une série, me perdre surtout dans mes pensées. Si je compare à rendre tel ou tel projet à temps ou de poster XY post sur Instagram, c'est évident, je sais très bien de quoi je vais me souvenir sur mon lit de mort. Et tout ça, évidemment, c'est un temps essentiel qui est non valorisé et pourtant, c'est l'essence même de la vie. Et dans cette culture d'hyper-optimisation, je crois qu'on a perdu le fil de ce qui nous rendait humains. Et c'est précisément de faire des choses lentement. Et pour faire face à toutes les injonctions de performance, on a évidemment trouvé la réponse ultime, la réponse magique, qui est l'optimisation. Bah oui, l'optimisation. Et on y croit dur comme fer, comme ces pigeons des expériences de Skinner. Si vous ne connaissez pas, je vous explique en 2 mots. En 48, le psychologue américain Skinner a mené une expérience en plaçant des pigeons dans des cages. C'est sans doute la plus grande expérience de comportement qui existe. Et donc, pour obtenir de la nourriture, les pigeons devaient simplement appuyer sur un levier. Puis, à un moment donné, il a changé le setup, ils ont dû attendre un signal avant d'agir. Mais le plus intéressant, c'est la troisième phase de l'expérience où la nourriture tombait de manière complètement aléatoire. Et là, c'est le drame. Le pigeon devient philosophe, il est perdu face à ce chaos, il cherche du sens là où il n'y en a pas, et développe alors des croyances qui sont complètement farfelues. Si par exemple par hasard la nourriture tombe pendant qu'il lève une patte, lui va penser que peut-être ça a un lien, donc il va recommencer frénétiquement ce geste, persuadé d'avoir trouvé la clé. Même chose s'il bat des ailes ou s'il remue du cou, il crée littéralement des superstitions. Ce qui, entre nous, rappelle cette vieille blague que j'aime bien, qui est pourquoi les danses de la pluie fonctionnent-elles? Ah bah, tout simplement parce que les gens dansent jusqu'à ce qu'il pleuve. Et je crois que de la même façon, nous avons créé nos propres superstitions. Et en particulier celles que pour réussir notre vie, nous devions tout optimiser.
même notre temps de détente. Et même ceux qui veulent ralentir aujourd'hui veulent une méthode pour le faire rapidement. D'ailleurs, si vous en avez une, dites-le moi. Je suis tellement occupé. Moi, j'ai cette phrase en horreur. Même si je me surprends évidemment à la dire de manière régulière, comme s'il y avait une quelconque fierté à ne pas avoir de temps libre. Comment a-t-on pu arriver, à une situation où ne plus avoir de vie, c'est un critère de succès? Moi, ça me dépasse totalement. Et là-dedans, je crois que l'intelligence artificielle n'est pas là pour nous aider, bien au contraire. Je trouve qu'en fait, elle amène un miroir grossissant sur la folie de notre époque. En fait, elle tire parti du fait que le néolibéralisme nous entraîne tellement à faire tout rapidement qu'on en arrive à des situations où on arrive très sincèrement à dire non mais tu comprends, ChatGPT m'écoute mieux que mon médecin. Non mais en fait, c'est évident que le médecin serait meilleur. Évidemment. Le problème, c'est qu'une consultation en moyenne, c'est 8 minutes. Et du coup, la vérité crue, toute simple, c'est que ça, ce que je viens de dire pour le médecin, c'est vrai aussi pour l'amitié, pour les relations pro, pour toute une série de relations pour lesquelles la réalité, c'est qu'on prend pas assez de temps. On prend pas le temps nécessaire pour que ça soit agréable. Pourtant, je crois que, justement, on devrait résister à plusieurs endroits. Et même si, clairement, je suis loin d'être exemplaire, j'essaie de ne pas perdre de vue l'essentiel. Le temps, ça a longtemps été un sujet qui m'intéressait. Déjà, c'était mon sujet de philo en prépa, mais c'était aussi le sujet de mon mémoire de fin d'études, qui était le temps, facteur clé du succès du XXIe siècle. Mais sur Vlan, j'ai aussi reçu des penseurs pour essayer de mieux comprendre cette époque, de mieux comprendre ces challenges. Et il y a au moins deux concepts qui m'ont profondément marqué. Et je pense, si vous avez été fidèle, que vous aussi, ça vous a interpellé. La première, c'est qu'il y a une chose qui vous manque, j'en suis certain, et c'est pas le temps. C'est une chose encore plus importante que vous ne savez pas exactement nommer. Et le problème, c'est que quand on ne sait pas nommer les choses, elles n'existent pas vraiment. Et ce mot, il a changé ma perspective. Ce mot, c'est l'osium, c'est O-T-I-U-M, otium, osium. Et l'osium, c'est un terme latin que les anciens utilisaient pour qualifier le loisir intelligent. En fait, il représente ce temps libre consacré au développement de la conscience, de la réflexion profonde, du discernement, de l'imaginaire. Et en fait, quand on y réfléchit, c'est précisément ce temps essentiel à notre équilibre personnel et social qui nous fait tant défaut aujourd'hui. D'ailleurs, je crois profondément que sans cet osium, et donc ce temps supposé inactif, le temps d'action n'a pas la même qualité non plus. Chez moi, à Lisbonne, j'organise des petits événements à 20-25 personnes avec en général un intellectuel au centre. Et ce sont des conversations ouvertes, c'est-à-dire que je pose 2-3 questions au début, mais très rapidement, chacun peut prendre la parole ou poser une question. Et très souvent, il y a des désaccords, mais toujours avec des arguments et surtout avec beaucoup de respect. Et là, je vous pose la question. Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez eu ce type d'expérience? De ne pas être complètement d'accord avec des gens, mais tout en étant respectueux. Ça, c'est une forme d'osium, de résistance. Et je crois que cette dernière est d'autant plus essentielle qu'elle est la base de notre humanité. Savoir écouter, argumenter, non pas pour convaincre l'autre qu'on a raison, mais pour construire quelque chose ensemble. Et ce que je trouve intéressant avec l'osium, c'est aussi son opposé, le nég-osium, qui est en fait le négoce, c'est-à-dire le commerce. Et donc l'activité marchande et utilitaire qui accapare notre quotidien moderne, c'est le nég-osium. Et cette opposition linguistique, elle est puissante parce que si l'osium, il incarne la contemplation, la prise de recul, le temps que le libre, où on prend le temps, d'exercer pleinement sa pensée critique et créative, le négocium, ça représente tout ce qui est contraint par l'argent, l'utilitarisme, la productivité immédiate. Et en fait, on vit dans une culture qui est obsédée par la productivité ou l'oisiveté et traitée comme un péché capital. Les réseaux sociaux, les notifications incessantes, l'optimisation constante de soi, et même, je dirais, le développement personnel, en tout cas dans son terme, le développement personnel, tout cela relève du nég-osium, donc du négoce. Et ça nous éloigne de notre capacité à contempler et à comprendre le monde en profondeur. La créativité, par essence, elle est le fruit de l'osium. C'est aussi en ça que j'aime Vlan, et les podcasts de manière générale, mais aussi les longues newsletters. Ce sont des formats longs,
dans lesquels on prend le temps de développer une vraie pensée, une vraie réflexion profonde. Vlan, c'est aussi une forme de résistance, je crois, en tout cas, car je veux pas céder à la facilité du pur divertissement. Ça serait facile de le faire, mais je pense qu'on y perdrait tous. Et donc, je préfère continuer à traiter des multiples sujets que je traite sur Vlan en profondeur. D'ailleurs, de manière hyper intéressante, étymologiquement, osium a donné naissance en grec ancien à skol, qui est la racine du mot school, et donc école. Donc originellement, l'école, c'est donc conçu pour être ce lieu privilégié où l'on devrait prendre le temps de réfléchir, de comprendre, d'explorer librement des concepts pour devenir des citoyens éclairés. D'où derrière la démocratie. Mais aujourd'hui, lorsqu'on entend notre ministre de l'Éducation déclarer qu'un enfant doit réfléchir dès la maternelle à son avenir professionnel, on réalise à quel point on a complètement perdu de vue l'essence même de l'éducation. Pourtant, développer l'esprit critique des enfants, ça consiste à oublier les notes et à mettre toute notre attention au processus par lequel il est passé pour arriver au résultat. Quel que soit le résultat d'ailleurs. C'est pas très important. Ce que Jean-Miguel Pire, sociologue qui m'a parlé de l'osium, a éveillé chez moi, Olivier Hamon l'a prolongé avec une notion complémentaire et tout aussi, je crois, essentielle, qui est la robustesse. Si l'osium c'est une manière d'habiter le temps, la robustesse c'est une manière d'habiter l'incertitude. Et vous serez sans doute d'accord pour dire que la période qui s'ouvre, elle est pour le moins incertaine. Et que ce soit des philosophes antiques jusqu'aux penseurs modernes, tout le monde semble être d'accord. Perdre du temps, c'est un art que l'on peut maîtriser. Et peut-être que maîtriser la vie elle-même consiste justement à accueillir ces moments d'apparente inutilité qui nous rendent plus robustes. Olivier Hamon, donc c'est un biologiste et c'est un chercheur et qui m'a rappelé que la performance n'est pas un modèle durable. Et il a pris plusieurs exemples, mais entre autres, un arbre qui a beaucoup de feuilles, ses feuilles ne transforment que 1% de la lumière qu'elle capte. Et ça, c'est parce qu'elle fonctionne en sous-optimal pour pouvoir survivre les jours où, tout simplement, il n'y a pas de soleil. Et cela est vrai pour l'ensemble de la nature, y compris notre propre corps. En fait, c'est marrant parce que nous, on est fascinés par les machines qui sont l'emblème total de l'objet performant. Et ce faisant, on choisit de ne pas être vivant. Comme quand on utilise l'expression, il faut faire manger la machine, il faut faire dormir la machine, etc. Et pourtant, nous arrivons au moment où il faudrait plutôt s'inspirer du vivant, parce que nous allons devoir faire face à des fluctuations très fortes. Et dans la nature, la performance existe, évidemment, mais elle est rare, ponctuelle, au service de quelque chose de plus grand, qui est la survie, dans un environnement qui est forcément fluctuant. Alors la nature, elle fonctionne en sous-optimal, vous l'aurez compris, et ne cherche surtout pas à optimiser en permanence. Et je pense que si nous, on voue par exemple une fascination infinie pour nos mains, moi j'adore mes mains, les deux, mais typiquement, une main humaine, c'est pas l'outil le plus performant pour visser, pour découper, pour serrer une main, mais c'est un outil qui est incroyablement polyvalent. En fait, le vivant, il sacrifie la performance pour la flexibilité, pour garder des options ouvertes, pour s'adapter à l'inattendu. Une main, c'est exactement ça. Et c'est bien ça aussi la robustesse, la capacité à encaisser les variations, à continuer d'exister, de fonctionner, même quand le contexte devient défavorable. C'est aussi ce qui me donne envie de ralentir, de réduire la voilure, même si, pour être tout à fait sincère, à ce stade, comme un gros idiot que je suis, je continue de courir pour maintenir la vitesse de la roue. Mais quand même, je suis heureux de pouvoir écrire cette newsletter, d'avoir le recul aussi pour observer la roue et la remettre en question. Je vous disais tout à l'heure, j'adore faire la sieste. Et pour moi, faire la sieste, qui est quelque chose que je fais quasiment tous les jours, c'est une manière pour moi de me souvenir de l'essentiel. Il y a un philosophe chinois, Zhuangzi, qui parlait de l'utilité de l'inutile, qui illustre comme parfois l'apparente inutilité peut devenir notre plus grand atout. Ces moments que nous qualifions de perdus peuvent être précisément ceux qui nourrissent notre créativité et notre résilience. C'est marrant parce que dans ma salle de sport, j'ai l'impression que tout le monde s'est donné le mot. C'est Apple Watch pour tout le monde. Et moi, j'ai toujours résisté à porter cet objet ou tout autre dispositif connecté en permanence parce que j'avais pas envie d'avoir évidemment quelque chose à mon poignet. Alors bien sûr, au-delà des raisons écologiques, pour moi, ce choix, c'est une forme de résistance symbolique.
Parce que adopter ce genre d'objet, ça reviendrait à accepter implicitement la victoire du négocium, donc du commerce, la reddition face à la captation constante de mon attention et de mon temps. Il y a ce philosophe coréen que vous connaissez peut-être avec un nom que j'ai du mal à prononcer, mais qui est Byung-Chul Han, qui parle d'une société de la fatigue dans laquelle nous sommes transformés en entrepreneurs de nous-mêmes, obsédés par notre propre optimisation. Et résister à cette tendance, c'est pas un simple caprice, c'est, je crois, défendre un espace de liberté intérieure, qui est essentiel à notre humanité. Alors moi, j'avais déjà expérimenté malgré tout le bracelet connecté qui s'appelle Whoop, où il n'y a pas d'écran, néanmoins, pour mesurer mon sommeil, mon activité physique, mes calories, etc. Mais en fait, j'ai vite pris conscience que cette obsession statistique devenait complètement aliénante. Je me sentais progressivement dominé par ces chiffres, alors même que, intuitivement, je savais précisément comment écouter mon corps. Et encore parfois, pour être sincère, j'ai cette sensation d'acheter une Apple Watch, de remettre ce bracelet, sans doute pour appartenir. Alors du coup, je résiste et je porte ma montre que je remonte à la main, que je trouve très bien plus belle et plus originale qu'une Apple Watch. Mais évidemment, cette résistance, elle va au-delà d'un choix personnel d'accessoires. Elle représente une posture face à la vie elle-même. Parce que quand on renonce à notre souveraineté sur notre temps et notre attention, en fait, on est en train de céder à ce qu'il y a de plus précieux en nous, au marché. Chaque notification, chaque métrique, chaque optimisation réduit de manière totalement imperceptible l'espace disponible pour notre pensée libre et notre créativité. Et j'intègre encore une fois volontiers l'IA là-dedans, même si je l'utilise chaque jour avec un grand plaisir. En fait, les vrais actes révolutionnaires aujourd'hui sont peut-être les plus simples. Lire un livre sans interruption pendant 2 heures, se promener sans téléphone, contempler un paysage sans le photographier, avoir une conversation sans vérifier ses messages. Et en fait, ces petites résistances quotidiennes, elles maintiennent ouverte un espace où peut fleurir l'otium. Et franchement, moi je suis tellement fier de moi quand j'y arrive. Partir sans mon téléphone, c'est rare, mais c'est un énorme kiff. Un autre exemple, une amie à moi a décidé avec son mari que les téléphones seraient enfermés le week-end quand ils seraient en famille avec leurs enfants, afin que tout le monde puisse profiter pleinement du moment. Et j'ai trouvé ça génial. En fait, vouloir tout rationaliser, tout mesurer, tout optimiser, c'est donc céder au négocium, à cette logique marchande qui nie fondamentalement l'espace de liberté dont notre esprit a besoin pour véritablement se développer. Et le temps, c'est pas juste une ressource à dépenser, mais c'est une réalité à expérimenter. Et je dis ça, ceux qui me connaissent riront parce que je suis pas le meilleur à expérimenter. Mais cette idée, elle bouleverse profondément notre rapport à la vie. Alors bien sûr, je suis pas le dernier à expérimenter, mais j'ai une immense zone d'amélioration parce que comme je travaillote un petit peu tous les jours, toute la journée, je ne pars pas assez en vacances, je vis pas assez d'expériences et j'en ai complètement conscience et j'ai du mal à casser ce cycle. L'obsession de la productivité, elle masque souvent, de manière inconsciente, notre peur de la mort, de la finitude. On poursuit sans cesse l'efficacité parce que on craint d'une certaine manière de manquer de temps. Mais ce qui est complètement fou, c'est que, ce faisant, on est en train de perdre la richesse du moment présent. En réalité, je crois que nous avons fait fausse route. Nous avons confondu ce que moi j'appelle le bien vivre et le bien-être. Tout ce que l'on cherche à accumuler, à optimiser, à performer, ne nous permet pas d'atteindre une forme de bien-être, mais d'avoir, entre guillemets, réussi. Et la réussite dans notre société, clairement, c'est une forme d'accumulation de biens, de pouvoir, d'argent, de notoriété. En résumé, en tout cas c'est comme ça que je le résume, c'est du bien vivre. Et le paradoxe, c'est qu'on peut avoir raté tout ça. Et j'imagine que vos grands-parents ou d'autres personnes dans vos familles ont raté tout ça. Le travail, le salaire, les titres honorifiques, etc., les followers sur Instagram ou sur TikTok. Et on peut atteindre une forme de bien-être. C'est souvent le cas d'ailleurs. Et il n'y a rien de vertueux à se torturer pour être plus performant et optimisé. Même quand il s'agit d'optimiser votre développement personnel. C'est simplement, je crois en tout cas, la meilleure recette pour faire un burn-out. Sur mon podcast d'ailleurs, j'ai reçu Olivier Morel, c'est un vieil épisode, qui m'a posé cette question simple. Ok, travailler plus, mais pour gagner quoi exactement? Et Olivier, à ce moment-là, il avait un super poste chez Danone, et un jour, il a reçu une promotion,
et il a décidé de réduire son temps de travail par 2. Et donc, par définition, il a réduit par 2, il a divisé par 2 son cash flow, son salaire. Mais ce faisant, et c'est ce qui m'explique, il a augmenté son rien flow, son lecture flow, son ami flow, son nature flow, son fun flow. Et je crois qu'il avait tout compris à l'intérêt de gâcher du temps. J'ai tatoué sur mon avant-bras ce moment aussi passera. C'était il y a 13 ans. Et quelque part, ça me permet de me rappeler que si un moment est dur, ça passera. Si un moment est génial, ça passera aussi. Et qu'en fait, l'équilibre dynamique, c'est exactement ça. Une série de déséquilibres permanents. Et moi, j'aime bien cette notion de déséquilibre permanent. Les Japonais, ils parlent du ma, cette pause significative qui donne une forme et sens à notre expérience. Et je crois que, d'une certaine manière, notre plus grande tragédie, c'est peut-être pas de perdre du temps, mais de stigmatiser ces pauses nécessaires qui donnent du rythme et de la profondeur à nos vies. Pour moi, l'équilibre, ce n'est pas une sorte de situation parfaite dans laquelle je ne bouge pas et rien ne... Voilà, c'est parce que ça, pour moi, en fait, c'est comme quand je fais l'équilibre dans la vraie vie. Bon, je ne fais pas vraiment l'équilibre dans la vraie vie, mais d'abord, je tiens pas très longtemps si j'y arrivais, mais aussi, c'est de l'inertie. C'est pas non plus l'optimisation de tout, qui ne peut que mener au surmenage. C'est plutôt une forme d'équilibre dynamique, comme l'est la nature, c'est-à-dire une série de déséquilibres permanents qui finalement créent une harmonie. Et c'est pour ça d'ailleurs que je parle toujours maintenant d'harmonie plutôt que d'équilibre. Donc je cherche pas mon équilibre, je cherche une forme d'harmonie. Et en observant la période qui s'ouvre et qui nous entraîne dans une récession et de multiples crises, je réalise qu'au lieu d'accepter ce ralentissement, j'essaie de travailler plus, je vous le disais tout à l'heure, pour maintenir mon train de vie, ce qui est une idiotie totale. Alors que je devrais embrasser cette crise pour réduire la voilure. Et je pense que, d'une certaine manière, on est tous invités à le faire. Et de la même manière que quand une baïne nous emporte loin de la plage, c'est totalement contre-productif de vouloir nager à contre-courant, parce qu'on risque de mourir d'épuisement. Et en fait, on doit simplement accepter la période qui s'ouvre, afin de mieux revenir ensuite. Et d'ailleurs, je trouve, si on file l'image de la baïne, que de manière intéressante, quand on est pris dans une baïne, il est essentiel de bouger malgré tout, mais en réalité, à la perpendiculaire de la plage. En fait, il s'agit de faire des pas de côté de manière sereine, tout en gardant son calme. Et en fait, c'est précisément ce que j'essaie de faire avec Vlan, évidemment, ce que j'essaie de faire avec ma newsletter, ce que j'essaie de faire de ma vie, de manière générale, c'est de vous inviter, et par là même, du coup, m'inviter moi-même, à faire des pas de côté, plutôt que de vouloir nager à contre-courant. Mais vous l'avez compris, je suis donc très loin d'être exemplaire, donc j'ai pas prévu de vous donner des conseils ou de vous faire la leçon, mais en tout cas, je peux vous partager ce que j'ai décidé pour moi-même. Enfin, j'essaie d'y tendre au plus possible en tout cas. D'abord, d'envoyer bouler cette logique du bonheur par l'accumulation et la performance. En fait, j'essaye vraiment de déconstruire cette idée profondément. Typiquement, et comme je l'ai déjà souligné, je fais la sieste aussi souvent que je peux, et aussi souvent surtout que mon corps me le demande. Le 2, c'est me détacher au plus possible du regard et du jugement des autres. Parce qu'en fait, les injonctions contradictoires, elles nous touchent toutes et tous. Et bon, alors, j'ai déjà totalement lâché les histoires de titres et les honneurs qui vont avec. Mais néanmoins, parfois ça m'attire. On m'a proposé un poste dernièrement avec un énorme titre et ça m'a donné envie, évidemment. Mais je résiste. Le 3, c'est m'écouter et me donner la liberté d'être moi-même, de bifurquer du système. C'est précisément ce que j'ai fait quand j'ai créé mon podcast et que mon podcast est passé du marketing à un sujet beaucoup plus sociétal. Évidemment, en voulant aujourd'hui, ça me permet plus vraiment de trouver des nouveaux clients, mais cet acte politique me ressemble. 4, et je le fais assez peu encore, je l'ai fait l'année dernière, mais pas assez, c'est voyager en mode slow, en prenant le train, même si ça prend plus de temps. C'est une façon de redécouvrir le plaisir du voyage lui-même. Et j'ai de plus envie de faire des road trips, par ailleurs. Le 5, c'est d'accepter de prendre plus de vacances. Ça peut sembler complètement idiot, mais j'en prends pas assez. Et reconnaître que les pauses, c'est pas du luxe, mais c'est une nécessité pour maintenir ma robustesse mentale. Alors, ça, j'y suis pas encore, car ma peur de manquer me bloque totalement, pour être sincère. Mais je sais que ce faisant, je rate l'essentiel. Le 6, et j'adorerais ça, c'est d'apprendre à bricoler et à jardiner. Développer des compétences manuelles qui me reconnectent au monde tangible et me donnent confiance en moi. Et là, j'y suis pas non plus. Alors, je cuisine, je fais 3-4 trucs quand même, mais vraiment, là, je suis loin. Le 7, c'est créer un rituel d'osium hebdomadaire, qui est réservé 1 heure par semaine, sanctuarisé, pour de la pure contemplation ou de la réflexion.
Alors évidemment, cette liste, elle est pas exhaustive. Ce sont les premières choses qui me passent par la tête. Mais du coup, je suis curieux quand vous entendez ça, ou quand vous lisez ça. À quoi ressemble votre propre osium? Quel est l'espace que vous accorderiez à cette dimension essentielle de votre existence? Comment pourriez-vous mieux protéger ce temps si précieux afin de restaurer cette part essentielle de votre humanité et de votre autonomie face à de multiples pressions du monde contemporain? J'aimerais bien que vous preniez le temps justement d'y réfléchir. C'est peut-être là le premier acte véritable d'Osium que vous poserez aujourd'hui. Juste de réfléchir à cette discussion, à cette pensée. Et faites l'expérience suivante. Fermez les yeux et pensez à un moment où vous étiez particulièrement bien. Où est-ce que vous étiez? Est-ce que vous aviez tout optimisé? Étiez-vous en train de vous détendre ou d'être en mode multitasking? Mais surtout, étiez-vous seul ou avec des personnes proches? Et je vous garantis que ce moment de bonheur n'avait rien à voir avec votre efficacité ou votre productivité, j'en suis sûr. Alors, assumez vos déséquilibres, chérissez-les, car se sentir en déséquilibre, en fait, final, c'est se sentir vivant. Et en y pensant maintenant, peut-être que je devrais simplement arrêter d'écrire et aller me perdre un peu de mon précieux temps. Parce que le temps, c'est pas une ressource à dépenser, je le disais tout à l'heure, mais une réalité à expérimenter. Et dans cette expérience réside toute notre humanité. Je vous remercie de m'avoir écouté.